Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Odyssée. On va vous parler d'espace comme toutes les 2 semaines sur Radio GMT. Alors, ce soir, gros programme, mais comme d'habitude, on va se passer le générique. Je vous invite à aller vous prendre un petit truc à boire ou à manger, à vous poser tranquillement. On s'écoute ça et on se retrouve tout de suite. Et nous revoici donc après le générique, vous êtes bien dans Odyssée saison 1 épisode 8. On va commencer comme d'habitude en traitant des actualités spatiales de ces derniers jours. On a, pour revenir un petit peu sur ce qu'on avait fait à la dernière émission, quand même une actualité qu'on n'avait pas pu évoquer avec vous parce que nous on enregistre un peu plus tôt, mais le green run du SLS dont on vous parlait dans la dernière émission a été malheureusement un semi-échec, disons, pour être un peu gentil, qui nous a amené du coup à avoir un arrêt prématuré des moteurs à peu près 70 secondes, alors qu'ils attendaient de faire 8 minutes de test, donc c'était un échec si on veut dire. On a à peu près les résultats de pourquoi justement on n'est pas allé jusqu'au bout du test. On sait qu'au final c'est un des moteurs, donc le moteur numéro 2, pas celui qu'on croyait, qui a eu une défaillance qui a amené en gros l'ordinateur de bord de la fusée à dire j'arrête tout parce que sinon ça risque de mal tourner, disons. Et c'était pas vraiment prévu par la NASA et du coup on s'est dit est-ce qu'ils vont refaire un nouveau test grandeur nature, et d'après ce qu'on comprend, non, il n'y a pas de nouveau test qu'on appelle Green Run qui est prévu pour le premier tir du SLS, parce qu'il y a quand même des petites contraintes sur lesquelles on reviendra tout à l'heure si vous le souhaitez, qui en gros nécessitent que ça soit bien lancé en 2021 et pas plus. Donc bon, c'est un petit peu inhabituel pour la NASA, mais on en parlait déjà à la dernière émission et on reviendra dessus je pense avec vous les gars, mais ça s'est pas trop mal passé, disons, parce qu'ils ont refait un test donc pour nous hier, parce que nous enregistrons donc le vendredi 29 janvier. Ils ont refait un test cette fois avec un seul moteur, qui n'est pas un des 4 moteurs sur le SLS, mais qui lui s'est très bien passé. Il a tenu les 500 secondes, il a pu faire les tests de rotation, etc. Donc on peut se dire que les gars ils maîtrisent un peu leur sujet, même si les 4 moteurs installés sur le SLS actuellement et qui lanceront normalement le vaisseau en novembre prochain, eux ne sont pas allés au bout de leur test prévu. C'est un peu décevant. Vous les gars, qu'est-ce que ça vous évoque le fait qu'ils passent au-dessus de ce test un peu raté, mes chers Thomas et Maxime, que j'ai oublié de présenter, excusez-moi. Hello Simon. Et bonjour à tout le monde, bonjour Thomas. Je sais pas si j'ai envie de voir ça comme un échec. Je me dis que certes, ça n'a pas tenu le temps escompté, mais ils l'ont fait. A priori, ils ont eu des soucis, ils en ont sûrement tiré les conséquences. J'imagine qu'ils ont aussi un grand nombre de data enregistrées avec ce petit essai, enfin non, ce gros essai, mais de courte durée. Je me dis que quand SpaceX fait ses tests aussi, on a pu le voir par exemple avec le dernier, le SN8. Quand ils l'ont fait, voilà, il s'est crashé, c'était un échec, mais on en a conclu, nous, quand on en a discuté pendant la dernière émission, que bah, voilà, ils avaient aussi enregistré des datas et qu'ils étaient contents. Donc je vois pas pourquoi on pourrait pas dire la même chose pour la NASA. Alors oui, certes, on a l'habitude de l'excellence à la NASA et que rien n'est laissé au hasard. Là, on a un petit peu l'impression qu'il y a un petit peu de laisser aller. En effet, ça peut être effrayant, mais, euh, mais bon, voilà, comme tu l'as dit, ils ont aussi des plannings à tenir et bon, je pense que l'expérience est là et bon, je me fais pas trop de soucis pour eux, hein. Ouais, vas-y Thomas. Bonsoir à tous, si je peux compléter aussi. En effet, je pense que ouais, comme tu dis Maxime, on est habitué à l'excellence de la part de la NASA, à des calculs hyper précis et puis
Voilà, on pense à SpaceX, on se dit, ils balancent un peu de thunes par la fenêtre, ils récoltent de la donnée, ils sont quand même contents, il y a du bénéf. On se demande si la NASA c'est un peu pareil, mais ouais, comme tu dis, je pense qu'il y a de la donnée. Le test a été fait. Voilà, même si on reste un peu sur notre faim, l'essentiel c'est qu'il y a quand même du résultat. Il est pas celui qu'on attendait, mais il y a quelque chose. Je pense que déjà c'est pas mal. Oui, je tiens les gars à faire mon mea culpa, excusez-moi d'avoir oublié de vous présenter, ça ne m'arrive jamais normalement, mais bon, la semaine a été longue, mais je suis d'accord avec vous sur le côté data. Oui, excusez-moi d'avance, hein. Je ne te pardonnerai Mais jamais. Moi j'ai failli tout arrêter, je te cache pas que pour moi l'émission, ils ont failli quitter le Ouais. salon Discord, j'ai on failli faire l'émission tout ah seul. ouais, Ouais, pas passer Faire loin. Excusez-moi, ça ne se reproduira pas, c'est promis. Mais pour revenir sur un point que tu avais invoqué, Maxime, qui est vrai, c'est que le SN8, par exemple, c'était le but. Après, là, le test du SLS, c'est un peu différent parce que le SN8, il n'est pas amené, enfin en tout cas ce modèle-là, il n'est pas amené à faire une mission réelle juste après. Là, le SLS, le premier étage qu'ils ont posé sur ce banc d'essai, techniquement, et de toute façon c'est le cas sinon ça sera repoussé, ça sera le premier étage qui sera utilisé pour le vol de Artemis 1, quoi. Donc les enjeux sont forcément de faire des tests, c'est sûr, et ils ont récupéré plein de données, mais ils prenaient moins de risques et ils pouvaient pas prendre autant de risques que le prennent SpaceX avec leur SN8, SN9 aujourd'hui. Donc c'est quand même différent, mais je suis d'accord avec toi, les moteurs se sont allumés, ils sont restés quand même plus d'une minute en activité, donc c'est quand même bien. Et puis on sait en plus que le problème qui a été identifié, on pense comme un problème de pression sur le moteur numéro 2 sans trop rentrer dans les détails, c'est pas quelque chose de très grave parce qu'en gros ils avaient mis des limites un peu trop strictes qui n'auraient pas forcément amené à... Enfin là le problème qu'il y a eu n'aurait pas forcément amené à un échec de la mission. Mais bon, voilà, c'était quand même un peu compliqué comme premier test. Et la surprise, c'est que justement, ils ont fait le choix de l'emmener jusqu'en Floride pour décoller directement donc du Kennedy Space Center. Et petite information qui nous fait comprendre pourquoi ils ont fait ça, c'est que il faut savoir que le SLS, comme vous le voyez sûrement peut-être, ou je vous invite à aller voir sur internet, c'est en gros une grosse fusée avec 2 boosters latéraux comme l'était le lanceur de la navette spatiale. Et ces boosters latéraux, c'est des boosters à poudre. Et ils ont commencé déjà à être assemblés, donc intégrés comme on appelle ça. Et le problème, c'est que dès que tu commences à les intégrer, tu as plus qu'un an pour les tirer. Parce que sinon, après, il faut refaire des vérifications de tous les joints, etc. Ce qui veut dire désassembler les boosters et les remettre en forme, ce qui coûte extrêmement cher et ce qui prend beaucoup de temps. Donc, vu qu'ils ont commencé à les intégrer il y a un peu moins d'un mois, les gars, en fait, c'est comme s'ils avaient déclenché le chronomètre et qu'ils étaient en mode, dans moins d'un an, il faut qu'ils soient lancés, sinon ça va repousser de 3, 4, 5, 6 mois. Donc, c'est un truc dont vous aviez la connaissance ou pas du tout, les gars? Moi, je l'avais pas poussé, j'avais suivi l'info, mais c'est vrai que j'étais pas aussi calé que toi, mon cher Simon, et je te remercie d'éclairer ma lanterne davantage. Ouais, bah, moi pour ma part, ouais, moi, j'étais au courant de la procédure et du fonctionnement. C'est vrai que c'est ça dont j'évoquais le fait quand je disais qu'ils ont des plannings à tenir, c'est que bah voilà, comme tu l'as dit, le chrono est lancé et maintenant bah, il faut y aller. Mais bon, encore une fois, on fait confiance et puis voilà, il y a des risques. Peut-être qu'ils sont prêts à les prendre. Oui, absolument. Et puis bon, il y a des risques, mais encore une fois, ce n'est pas Artemis 1 ne sera pas une mission habitée, donc c'est quand même différent. Mais ça coûte de l'argent et du temps, donc on fait quand même gaffe. Bah écoute, moi je voulais revenir là-dessus parce que on avait, je crois, fini les actus de l'émission dernière sur ça, et on avait quelques informations, donc on vous les donne. Je vais passer la parole à Thomas tout de suite, qui a quelques petites actus aussi à nous présenter, et puis je vous retrouve juste après. À toi, Thomas. Et merci Simon. Alors oui, des actus et pas des moindres, j'espère. Comme j'imagine, vous l'avez tous entendu, vous l'avez tous suivi, non pas sans peine d'ailleurs, monsieur Joe Biden est devenu président des États-Unis. Il a donc pris place au bureau ovale. Au bureau ovale, on le sait bien, chaque président apporte ses petites touches de fantaisie, ses petites touches politiques, ses petites touches de décoration, et nous n'aurons pas besoin de Valérie Damido pour ce coup-là. Et donc, Joe Biden a fait la demande d'avoir une pierre de lune dans son bureau. Alors, cette pierre de lune, elle a été récoltée par Apollo 17 en décembre 72, voilà. Ça, c'est pour la provenance. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, pourquoi cette pierre de lune? Eh ben, cette pierre de lune, elle a quand même une volonté politique aussi, c'est d'affirmer la volonté du président à encourager la NASA dans ses efforts, à encourager le spatial.
Elle vient aussi soutenir le programme Artemis, donc le Earth to Moon, de la Terre à la Lune. Et petite question, savez-vous qui était l'autre président qui avait une caillasse de la Lune dans le bureau? George Washington. Ah George bah, Washington, absolument, oui, oui, absolument, premier président des États-Unis c'est d'Amérique. c'est bien connu, ouais, ils étaient vachement allés sur la Lune à cette époque-là, ouais. Tu sais, tu te rappelles Pas quand mal. George Washington lui-même a posé le pied pour aller ramasser avec sa petite pelle Ah un tas oui, de cailloux? absolument, ouais. C'est La il y a goutte des de Au, images. cheveux au comme 18, ça. au Du coup, 18e Maxime, siècle. ce serait bien que tu nous fasses un photomontage pour la miniature de l'Instagram pour la prochaine fois, s'il te plaît. Et tu nous fais un photomontage avec Kubrick qui tourne le film en studio, s'il te plaît. Je peux le faire. Je suis OP. Allez. Non, mais sinon, Simon, après, plus sérieusement, en vrai, je connais pas l'info, donc je vais piffer, mais je sais pas pourquoi je dirais Ronald Reagan, mais sans être complètement sûr du tout. non, mais c'est un fail. C'était Clinton. Ah, c'était C'était, Clinton, ok. ouais, c'était Clinton. Je crois qu'elle est depuis 99, elle était là jusqu'en 2001. Et je crois, mais alors là, c'est peut-être de la fake news que Trump en avait fait venir une pour une signature ou deux à un moment donné. Voilà. Donc voilà. Joe Biden a un caillou de la Lune de plusieurs millions de dollars dans une petite vitrine à côté de son bureau. Ah, en dehors de la valeur, comme tu l'as dit, symboliquement parlant, c'est hyper intéressant. Ah oui, Moi, je trouve ça cool. Je trouve ça assez cool. Globalement, ce qu'on disait, c'est que en fait, la politique spatiale de Trump, elle a été assez forte. Elle a eu un retentissement international. Et je sais plus avec qui j'en parlais, sûrement avec un ami, où on disait le risque, c'est que si Trump ne passe pas, et ben, la politique spatiale actuelle soit un peu mise sur pause et un petit peu freinée par Biden. Et tu vois, vous voyez ce premier acte de ramener une pierre de lune dans le bureau ovale, je trouve que c'est un acte fort qui rassure, enfin moi qui personnellement me rassure sur la politique spatiale des États-Unis. Ouais, je suis d'accord aussi. Alors, après, j'espère que ça ne sera pas un effet d'annonce. Je pense honnêtement que non, parce que vu le programme spatial mondial et aussi américain dernièrement, ce serait une erreur à mon avis de sa part. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on sait que, enfin, symboliquement parlant, entre guillemets, les démocrates visaient plutôt Mars et les républicains, donc Donald Trump, le camp de Donald Trump, disons, c'était plutôt la Lune, et qu'à chaque changement de camp, le programme de la NASA faisait le yo-yo entre les deux. Et là, ça voudrait peut-être encore dire aussi du point de vue symbolique que non, il sait que les États-Unis sont tournés vers la Lune depuis un bon moment maintenant, il reste dans cette optique-là. Après, on n'a aucune confirmation réelle du fait que, si je me trompe pas, on n'a pas encore eu d'annonce concernant le prochain administrateur de la NASA, mais bon, ça reste quand même un bon signe, je trouve. Et puis globalement, est-ce que aujourd'hui au niveau international, on ne serait pas fixé sur le fait que la Lune c'est la prochaine étape avant d'aller sur Mars. Et que du coup on arrête un peu ce yo-yo Mars-Lune, Mars-Lune, et que maintenant tout le monde est plus ou moins OK sur le fait que bah oui, on va aller sur Mars, potentiellement, on va essayer d'aller sur Mars, mais il faut d'abord qu'on aille à la Lune. Donc ouais, peut-être que les démocrates, ils ont une autre idée, etc., mais que tout le monde au final sait que bah, le premier step, c'est la Lune, quoi. moi je pense que ouais, je pense que t'as raison, hein, le first step c'est la Lune, c'est de nouveau, entre guillemets, je mets bien des guillemets, la nouvelle petite course à la Lune. Euh, Malgré tout, il faut se rappeler qu'on a aussi sur le marché un homme qui s'appelle Elon Musk, qui lui a clairement dit qu'il irait occuper Mars et qu'il irait déposer plein de trucs à la con là-bas, genre des bagnoles. Donc forcément, on va garder ça dans le champ de vision. Mais en effet, je te rejoins sur l'idée que la Lune, ça va devenir de plus en plus, je pense, dans les années à venir, je pense qu'on en parlait déjà dans une émission précédente, un nouveau goal à atteindre. Ouais. Mais clairement, et puis je pense qu'il faut que ça soit, la prochaine étape et que tout le monde soit d'accord sur ça. Bon, ok, bon, Elon Musk, il n'est pas tout à fait d'accord, mais bon, lui, il a d'autres projets. Est-ce qu'il pareil, il va ouvrir une concession Tesla sur Mars? Euh, bon, tu me diras, hein, niveau panneaux solaires, tout ça, ils seront pas trop emmerdés, mais objectif Lune, quoi. Vous êtes, vous êtes peut-être un poil optimiste concernant Elon Musk si vous aimez les Tesla, mais bon,
ok, c'est pas parce qu'il a envoyé sa Tesla vers le Soleil en voulant à la base l'envoyer vers Mars que il veut poser une Tesla sur Mars. Mais bon, c'est vrai que par contre, niveau, encore une fois, plan spatial, enfin, organisation de l'exploration spatiale dans les prochaines années, on est beaucoup de pays, voire tous les pays sont tournés principalement d'abord vers la Lune, avec le projet LOPG pour les Américains et les Européens. Donc ça m'étonnerait qu'ils changent ça du tout au tout parce que les démocrates c'est Mars et c'est pas la Lune. Mais bon, c'était une sacrée petite actu et merci pour l'info de Clinton, je ne l'avais pas. Je crois que tu as quelque chose une deuxième actu à traiter rapidement, Thomas, si je me trompe pas. Ouais, j'en ai une petite avec une petite fun fact assez sympa. Space News, SpaceX, ce 24 janvier 2021, nous a mené en orbite Transporter One, qui a déposé en orbite notre Terre, et en plus on fait un petit écho à la gestion des déchets spatiaux dont on parlait il y a 2 émissions, a déposé pas moins de 143 satellites en orbite. Alors, c'est beaucoup, je ferai pas de blague parce que j'en ai pas, mais j'ai une fun fact pour vous les amis. Savez-vous en 2 temps quelle était l'agence spatiale à détenir le record du plus de satellites mis en orbite et deuxième temps, combien? Alors, le plus de satellites mis en orbite en un seul tir ou en tout au global? Alors là tu m'emmerdes parce que moi j'ai ma petite note sous les yeux qui précise pas, donc tu vas juste être sympa, tu vas partir du principe que c'est un chiffre, qu'il est compris Ah ouais, mais entre bon. 0 et 200. Non, Ah, c'est ah en un donc tir. C'est c'est en en un un seul tir. tir, ok. Ouais, c'est en un tir. Euh, C'est laquelle que tu nous demandes? Quelle agence Ah, spatiale? je te demande l'agence et je vous Hmm. demande le chiffre. Agence spatiale. Bah, moi, en vrai, je sais pas pourquoi. On aurait tendance à dire. Ouais, mais je sais pas. Ouais, vas-y, je vais dire la Chine. Allez. Ok, et Ouais, combien? moi je dis la Chine aussi. Combien Ok. Ah, tu dis la Chine aussi parce que j'hésitais avec les Russes. Mais bon, vas-y, je reste sur la Chine et moi je dirais genre 115. Ok, et Max? Aïe, aïe, aïe. Je sais pas, je vais dire 100. 100, je trouve ça déjà énorme. Eh ben écoutez, autant sur le nombre, vous n'êtes pas loin, c'est 107 satellites. Par Oh. contre, sur le pays, vous êtes complètement aux fraises. Eh bien, figurez-vous, messieurs, que c'était l'ISRO, l'agence spatiale indienne. Ah ouais. Ok. Et Ouais, ouais, voilà. T'as pas la. ok. Peut-être que tu as la fusée qui a envoyé ça ou pas du tout? Et Non, attends, je suis non, tatillon. je peux te dire que c'était le 15 février 2017, avec Ah, le c'était il y a. lanceur Polar Satellite Launch Vehicle, le PSLV. Ok. Voilà. Ok. Ah, c'était quand même il y a 4 ans presque, enfin plus de Voilà. 3 ans, ok. Et quand tu Je essayes de me connaissais pas. piéger comme ça, assure-toi que sur ma petite fiche internet, il n'y ait pas toutes les Oui. infos. Bah, enfin, je Merci la m'assure que cité. t'es pas accès à internet, quoi. Voilà, merci la Cité de l'Espace d'ailleurs pour ce petit article très complet. T'as bien Et oui, joué. parce que la Cité de l'espace de Toulouse. Grande source d'information pour les passionnés de spatial. Est-ce que tu voulais rajouter un truc sur le sujet? Après, moi, je trouve que si je peux me permettre de parler 2 secondes, c'est que c'est hyper intéressant parce que c'est quand même une sacrée réussite. Alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, ils ont lancé 10 Starlink, je crois, et certains satellites qui eux-mêmes contenaient d'autres satellites, donc qui étaient comptés dans les 143. Donc, bon, ils n'ont pas lancé 143 petits trucs les uns à côté des autres, mais non, c'est quand même un sacré boom. Et puis, ça marque l'entrée en fait de SpaceX dans le secteur aussi des CubeSats, etc. Donc, des toutes petites charges qu'on envoie dans l'espace. Ce qui pour l'instant était pas trop le cas, il y avait des fusées qui étaient dédiées à ça. Et là, SpaceX, ils viennent un peu les concurrencer en disant, nous, on peut lancer à la fois des satellites classiques, même si les satellites Starlink sont quand même petits, mais aussi des CubeSats, etc. Donc non, c'était une première et puis ils ont réussi, donc bravo quoi. Enfin bon, on commence presque à avoir l'habitude d'être blasé, mais voilà, c'était un petit grand moment pour SpaceX encore une fois. Je vais citer mon père, SpaceX, toutes mes ficelles de caleçon. De où ça Pardon? sort ça? Alors, Non, là, je prends. on a be- Je me suis on a étouffé besoin avec mon thé quand t'as dit d'explications, là. ça, mais C'est toutes mes félicitations, mais en version toutes mes ficelles de caleçon. Voilà, mon père n'est pas drôle, mais je voulais le sache, poser au moins une fois. je veux que tu saches que ça sera gardé au montage. Mais tu sais quoi, mets-le même en intro si tu veux, en jingle, ce que Non, tu veux. non. Papa, si tu m'écoutes, merci. Tu remercies ton papa parce que tu passes à la radio, c'est ça? Non, parce qu'il m'a donné une de ses meilleures blagues. On s'écarte Bonne, du sujet, mais bon, vas-y, Maxime, si tu voulais rajouter quelque chose dessus. non, juste les bonnes dad jokes, ça marche toujours bien, quoi.
Ah oui, là c'est vrai que moi j'avais l'habitude de ça en privé, mais à la radio ça marche tout aussi bien. Bah Voilà. écoute, Donc, ouais, vas-y. continuons, mais vas-y. Ok, bah écoute, moi je voulais vous parler aussi d'une deuxième petite actu que j'avais vu passer dernièrement, qui est pas complètement neuve, mais qui a eu quelques mises à jour, disons. C'est que Ariane 6, donc le lanceur dont on a déjà pas mal parlé et que je suppose vous connaissez au moins de loin, a annoncé que le projet qu'il a pour son prochain étage supérieur, donc c'est-à-dire le deuxième étage de la fusée, a bien avancé. Ce projet, il s'appelle Icarus. Il a un nom aussi, un petit surnom que leur a donné la communauté parce que c'est un étage qui a été fait en fibre de carbone, en gros. Donc c'est l'étage noir, comme on l'appelle. Et en gros, ce sera le futur étage de la Ariane 6 si on peut dire. Donc qui, comme je l'ai indiqué, ne sera pas fait en aluminium comme la plupart des étages supérieurs de fusées Ariane avant, mais il sera fait alors je vais utiliser les termes, en polymère renforcé de fibre de carbone, acronyme CFRP, qui permettra principalement d'alléger l'étage supérieur d'environ 2 tonnes, donc c'est en gros 2 tonnes de plus que peut emporter la fusée, et c'est pas rien du tout, et aussi de gagner à terme, pas tout de suite bien sûr, du coût sur la production parce que ça pourrait être fait beaucoup plus facilement en série et ça peut être des matériaux moins chers en grande quantité. Donc voilà, c'était une surprise parce qu'ils avaient annoncé ça en 2019. L'ESA avait accordé un contrat à Ariane Group et MT Aerospace pour faire ce petit nouvel étage. Et c'est quand même prometteur parce que là, ils ont passé des tests dessus déjà sur le réservoir principalement. Et ça a l'air de bien se dérouler. Premier prototype en tout cas prévu pour 2023. On sait que ça peut peut-être être un peu plus tard, mais voilà, en plus, je sais pas si vous avez vu vous des images, mais ça donne quand même de la gueule à la fusée, honnêtement. Alors moi, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux et j'étais assez étonné. J'avoue que j'avais dû en entendre parler très rapidement, mais c'était assez inattendu. Et c'est vrai que quand ils ont communiqué sur les images de la fusée, euh, enfin comment, la modélisation de la fusée, ouais, ça en jette assez et j'étais assez étonné. Je trouve ça assez cool. Thomas, t'avais vu passer ça ou pas du tout? J'étais en train de regarder les images justement, parce que je vous avoue, j'avais pas vu passer, donc je suis allé voir un peu. Ouais, ça en jette. Après, moi, de toute façon, tout ce qui vole et qu'on me dit ça peut sortir de l'espace aérien de la Terre pour aller voir ailleurs, je trouve ça badass. Mais là, ouais, ouais. Non, mais ce sera un grand oui pour moi. Bah surtout que c'est quand même, après les fusées en fibre de carbone, c'est pas une première, mais pour les séries de lanceurs Ariane, enfin la famille de lanceurs Ariane, c'est la première occurrence. Et puis même, enfin c'est un progrès vers le futur des fusées européennes. Donc ça reste quand même une chose qui est très intéressante. Et petite fun fact qui va avec, c'est que aujourd'hui, je crois, si je ne me trompe pas, donc vendredi 29 janvier, parce que vous, l'émission ne sera diffusée que mardi, Ariane a annoncé que son premier étage supérieur d'Ariane 6, classique si on peut dire, est en train de sortir des usines et va aller passer son test, son static fire, enfin son hot fire test. Bon, on en a déjà parlé dans les émissions, c'est un peu la même chose. En gros, ils vont allumer le moteur comme s'ils faisaient une vraie mission, sauf qu'ils vont le garder attaché au sol et ils vont juste tester le fonctionnement du moteur en situation à peu près réelle entre guillemets. Donc c'est que ça avance, même si on sait le lancement d'Ariane 6 a eu tendance à avoir des petits retards, des petites accumulations de retard ces derniers mois et ces dernières années. Il est toujours prévu pour 2022 et c'est un très bon signe que cet étage supérieur classique de départ d'Ariane 6 soit déjà prêt pour aller faire ses tests. Donc je voulais juste rebondir là-dessus parce que c'est sorti aujourd'hui et je vais profiter pour passer la parole à mon cher Maxime qui je crois avait une actu aussi qui revient sur une date il n'y a pas longtemps. Alors oui, c'est tout à fait ça. Je te remercie, mon cher Simon. Euh, alors, je profite en fait finalement de la date d'enregistrement de ce podcast, comme tu nous l'as rappelé gentiment. Nous sommes donc aujourd'hui le vendredi 29 janvier 2021. 21. Oh, c'est bizarre. Hier, très chers auditeurs, c'était l'anniversaire de la catastrophe de la navette spatiale Challenger qui a eu lieu le 28 janvier, donc il y a exactement 35 ans. Euh, cette date euh, me permet de faire un petit rappel de qu'est-ce qu'a été la mission Challenger, cette catastrophe.
qu'est-ce qu'elle représente. Et donc j'avais envie d'utiliser cet anniversaire pour en faire une actu et rappeler que nous nous rappelions tous des sacrifices, puisque finalement il s'agit de ça, hein, des sacrifices que font certaines personnes pour la science et pour l'exploration spatiale, puisque comme je vous l'ai dit, il y a 35 ans, explosait 73 secondes après son décollage la navette spatiale Challenger. À son bord, 7 astronautes, dont je ne citerai pas tous les noms, mais je vous invite à vous renseigner. Parmi eux, vous en avez peut-être déjà entendu parler, l'institutrice Krista McAuliffe, je, je- je ne peux pas vous garantir la prononciation. Euh, Vous en avez sûrement entendu parler puisque c'était la première civile américaine à voler, donc à devoir aller dans l'espace. Elle avait été sélectionnée après un concours où tous les instituteurs et institutrices des États-Unis pouvaient participer et l'un d'entre eux ou d'entre elles allait être choisi euh, pour voler dans cette mission. A été sélectionnée Krista. Après une dure sélection, elle a participé à de nombreux entraînements et elle devait donc voler dans la navette et donc faire des cours à distance, à distance, euh, pour ses élèves depuis la navette spatiale. Malheureusement, comme nous le savons, ceci n'est jamais arrivé. Euh, Était aussi présent à bord de la navette euh, l'astronaute, l'astronaute de la NASA, qui avait déjà une mission à son actif, Ronald McNair. Ronald McNair, c'était aussi un saxophoniste. C'était un karatéka. Il était de religion bouddhiste, il me semble. Euh, et il avait la particularité d'avoir un très très bon ami, qui n'est d'autre que le français euh, Jean-Michel Jarre, pardon, puisque en fait, Ronald McNair et Jean-Michel Jarre avaient composé avant le décollage de la fusée un morceau ensemble qui devait paraître sur l'album à venir à l'époque en 86 de Jean-Michel Jarre. Et donc, malheureusement, euh, la participation de Ronald McNair ne viendra jamais, puisqu'il n'aura jamais la chance de pouvoir la réaliser. Il devait enregistrer à bord de la navette le premier morceau de musique jamais joué et enregistré dans l'espace, donc au saxophone. Euh, le morceau devait s'appeler, donc pardon, devait s'appeler, j'ai un petit doute. Le morceau, je confonds puisque le morceau s'appelle Last Rendez-vous, mais a été renommé, je crois, un peu non officiellement en Ron Species, donc en l'honneur de Ronald McNair. Euh, donc voilà, c'était donc pour vous rappeler ça. Est-ce que vous le saviez, vous les gars? Alors personnellement, absolument pas. Je savais, enfin, je connaissais bien sûr l'histoire de Challenger et principalement du fait que ça aurait dû être le premier vol d'un civil dans l'espace, donc qui était cette institutrice. Et c'est vrai, comme tu l'as noté, que ça aurait été quand même des cours à distance bien plus classe que ceux que doivent vivre malheureusement peut-être, en tout cas en partie, tous les étudiants de France aujourd'hui. Mais non, pour l'histoire de la composition de ce morceau en partenariat avec Jean-Michel Jarre, tu m'avais déjà teasé le truc en privé entre nous, mais je connaissais pas cette histoire, pas du tout. Ouais, moi, j'ai découvert ce morceau en fait à travers mes recherches donc pour mon mémoire, parce que vous savez que j'ai écrit un mémoire récemment. Et donc, je cherchais un peu les liens entre les différentes formes d'art et l'espace. Et donc, en fait, je suis tombé là-dessus, puisque Jean-Michel Jarre est un artiste que j'écoute depuis longtemps. Mais même moi qui estime connaître assez bien les albums de Jean-Michel Jarre, je n'avais pas connaissance de de cette anecdote que j'ai trouvé tout bonnement exceptionnelle et encore plus exceptionnelle quand on écoute le morceau. Est-ce que vous l'avez déjà écouté, Thomas, tu l'as déjà écouté le morceau? Mais alors déjà, moi j'apprends beaucoup de choses et je te remercie parce que je m'endormirai peut-être moins con ce soir. Enfin, c'est même sûr, du coup, grâce à toi. Mais, Plaisir. et c'est pour dire.
Maintenant le morceau, non, je le connais pas et j'ai vraiment la curiosité de l'entendre. C'est vrai que ce serait un plaisir que de découvrir, ce doux morceau, j'imagine. Et ça tombe assez bien puisque pour cette session, c'est ce que je vais vous proposer d'écouter, pour faire Oh là une là, entorse. On va faire une quelle entorse, perche! exceptionnellement, à Entorse notre, permise exceptionnellement, oui. c'est bien aimable à toi, mon cher Simon. Donc oui, on fait une entorse à notre fil d'Ariane, des morceaux du Golden Record, en l'honneur, de la mission, Challenger et de l'astronaute Ronald McNair grâce, à ce bon vieux, Jean-Michel Jarre. Mais avant d'arriver à écouter ce morceau, je pense que c'est aussi important de rappeler que bah, astronaute, c'est pas un job sans danger. Depuis 67, on dénombre quand même 21 astronautes morts en mission. Je parle uniquement en mission, je parle pas des astronautes décédés pendant les entraînements ou au cours de choses diverses et variées hors entraînement. Je trouve que c'est quand même assez important. C'est un nombre qui n'est pas négligeable. Et puis, c'est un sacrifice qui n'est pas négligeable. Je pense que c'est important de se le rappeler en bon space nerd. Ça remet un peu les pieds sur terre. Non, je pense que tu as bien raison de faire ce point et bon, la commémoration douloureuse pour beaucoup de challengers nous permet de nous le rappeler parce que c'est, comme tu le dis, pas un métier sans danger et c'est passionnant et je pense que ça nous anime tous les trois depuis très longtemps, mais il faut pas oublier qu'il y a des gens qui ont laissé leur vie et pas que en mission comme tu l'as bien précisé. Donc voilà, c'était un petit moment émotion, j'ai envie de dire, mais je vous propose que on se remette tranquillement de tout ça en écoutant la piste de Jean-Michel Jarre. Donc tu peux nous rappeler le titre, s'il te plaît ? Le morceau s'appelle Last Rendez-vous. D'accord. Eh bien écoutez, je vous invite à vous asseoir encore une fois confortablement. On se retrouve après, je crois, un peu plus 6 minutes de piste, et puis on passera au second sujet de l'émission. Et à tout de suite. C'est parti.
Et c'était donc Last Rendezvous de Jean-Michel Jarre, album que je conseille vraiment à tout le monde, comme je conseille tous les albums de Jean-Michel Jarre, mais particulièrement cet album et ce morceau, réécoutez-le. Vous les gars, alors vous l'avez écouté, qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoute, moi je vais être très honnête. Entre ce que tu nous as raconté avant, cette belle histoire sur et ce beau rappel sur toutes ces femmes et tous ces hommes qui donnent leur vie et qui font le sacrifice de beaucoup de choses pour l'espace, et cette mélodie de presque 6 minutes qui était juste extrêmement douce à mon oreille, ouais, ça prend en trip quand même. Ça prend en trip parce que forcément, on repense à l'histoire de Jean-Michel Jarre et de son ami décédé, et ça prend en trip. Connaissant Simon, je pense qu'il a dû verser une larme, mais il nous en dira plus lui-même. Alors, je n'irai pas jusque-là quand même, mais c'est vrai que non, c'est comme tu le dis très bien, on ressent un petit peu l'émotion dans ce morceau. Je sais pas comment il était prévu à la base. Je suppose qu'il a peut-être un petit peu évolué du fait de la situation, mais non, franchement, c'est très beau. C'est dingue comme c'est paisible pour un truc qui est quand même extrêmement violent au final. C'est donc clair. je trouve que c'est très bien fait. Et puis non, c'est dans la longueur, musicalement parlant, moi ça me parle beaucoup. Tu vois, ça a tendance à un peu plus me parler que certains autres trucs de Jean-Michel Jarre. Pourtant, je l'ai quand même pas mal écouté aussi, mais celui-ci est un petit peu dans la nostalgie, etc. Je trouve que c'est un très bel hommage. Et je ne connaissais pas l'histoire derrière, et ça renforce d'autant plus la chose. Et en musique, c'est toujours souvent plus marquant quand il y a justement un petit peu d'histoire comme ça. Donc merci beaucoup à toi de nous avoir fait découvrir ça. Et je pense que c'est une entorse au Golden Record qui est beaucoup plus que validée.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Eh bien écoutez, je pense qu'on peut se diriger tranquillement vers la deuxième partie de l'émission qui, comme d'habitude, sera consacrée à un petit moment d'échange un petit peu plus détaillé sur un sujet cette semaine, va être la contamination spatiale. Car oui, on avait parlé de pollution spatiale il y a, je crois, 2 ou 3 émissions, je ne sais plus, on en fait tellement. Et on avait effleurer vraiment ce sujet-là qui est le sujet de la contamination spatiale. Donc on s'est dit que ce serait bien de prendre un peu plus le temps pour en discuter en long, en large et en travers parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je sais déjà, je colle la carte traité de l'espace de Thomas, mais voilà, c'est un sujet qui est très important dans l'exploration spatiale et tout ce qui est recherche scientifique en lien avec Mars par exemple, mais pas que. Donc vous déjà les gars, comment ce sujet vous l'avez abordé du point de vue de l'actualité entre guillemets, qu'est-ce que vous avez trouvé dessus de marquant dans les dernières années? Dans les dernières années, moi déjà, il y a un exemple qui me revient toujours quand on parle de contamination spatiale. Enfin, c'est un peu ce que j'avais lu dans tous les articles qui traitaient de l'exploration de Mars et pas que de l'exploration, bientôt Persévérance. En fait, juste pour que tous nos auditeurs comprennent bien le sujet qu'on aborde, parce que c'est comme ça que je l'ai appris aussi, si vous voulez, quand on va emmener un objet, un corps vivant, donc un humain potentiellement, ou autre sur une autre planète, la planète a ses configurations. Et si on amène quelque chose et qu'on y retrouve par exemple le virus du rhume, j'extrapole, ça va perturber tous nos relevés après. Je donne un exemple simple, on a une page blanche, on veut analyser ce qu'elle contient, si je lâche du colorant bleu et que j'éternue dessus, eh ben, tous mes résultats finaux ils sont faussés, parce que je ne sais pas au départ de quoi était composée la page blanche, qu'est-ce que j'y ai apporté, etc. En tout cas, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais moi, c'est un peu ce que j'ai vu. Enfin, c'est vraiment tout cet esprit-là pour avoir les meilleurs résultats pendant toutes les recherches qu'on fait au-delà de notre bonne Terre. Et encore que même sur Terre, on parle de contamination et de résultats. Mais voilà, c'est pour que tout le monde visualise bien déjà dans un premier temps ce de quoi nous pouvons parler. Maxime, si tu veux embrayer, je t'en prie. Puis il faut aussi, je pense qu'il faut aussi rappeler que la contamination, ça inclut, enfin, on parle de contamination donc de différents corps célestes, ça inclut tous les différents corps célestes qu'on peut visiter, que ce soit la Lune, Mars, Vénus, n'importe quelle planète du système solaire, un astéroïde et compagnie. La contamination, Mm. elle est globalement assez large et elle marche dans tous les sens. Elle marche dans le sens, nous, humains, ne pas aller fucked up une planète qui ne nous appartient pas. Et de la même manière, la contamination, ça marche aussi dans le sens où on ramène des échantillons sur Terre. S'il vous plaît, faisons en sorte de ne pas s'auto-fucked up avec un quelconque organisme, une quelconque substance qu'on pourrait découvrir en ramenant des échantillons. Ouais, c'est important, là tu me tends une perche incroyable parce que c'est vrai qu'on pense pas toujours la chose dans les deux sens, mais t'as raison, il faut déjà pas que nous on aille contaminer un autre astre, une autre planète, un astéroïde par exemple aussi, mais il faut pas qu'à l'inverse on ramène des choses qui pourraient être nocives pour l'humanité et des choses qui seraient pas par exemple présentes sur Terre. Là encore une fois on extrapole parce que pour le moment on n'en sait rien entre guillemets, mais il faut pas prendre le risque entre guillemets parce que ça pourrait être potentiellement très grave. On le voit d'ailleurs avec un petit virus à la base qui crée une pandémie mondiale et qui nous bloque tous chez nous. Mais non, c'était important d'évoquer ce sujet-là parce que en fait c'est contenu dans ce que les traités et les politiques appellent la protection planétaire. Et comme tu le dis, quand tu me l'as bien dit Maxime, c'est dans les deux sens. Et je voulais revenir sur un point que tu as rapidement évoqué aussi, c'est qu'en fait ça concerne tous les astres, toutes les destinations entre guillemets où on pourrait aller dans le cadre de l'exploration spatiale, mais il y a des classifications dans le sens où en fait il y a des niveaux de risque, comme c'est dénommé comme ça, qui sont établis. Par exemple un astéroïde, vu que de ce qu'on en sait c'est stérile, donc il n'y a pas de possibilité qu'une forme de vie se développe sur un astéroïde, on considère le risque comme faible,
contrairement par exemple à Mars, parce que c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais où on n'est pas encore sûr qu'il n'y ait pas de forme de vie. On a quand même beaucoup de missions qui sont dirigées vers cette planète qui est notre voisine. Et donc là, le risque est considéré comme élevé parce qu'il ne faudrait pas, comme vous le disiez, ramener des substances terrestres et qu'après, par exemple, quand on veut, avec par exemple le rover Perseverance, récupérer des échantillons ou autres et les analyser, pas qu'on trouve quelque chose et qu'on dise ah, il y a des formes de vie, des molécules, des bactéries qui existent sur Mars et qu'en fait, ça soit nous-mêmes qui les ayons ramenées. Donc bon, c'est un jeu difficile qui amène à beaucoup de vérifications, de régulations qui sont appliquées au secteur spatial. Et paf, je rebondis. Et de ce fait, je vous le fais en mille, le traité de l'espace, un document magnifique que je vous invite à tous consulter, ratifié en C'était cool, 1967, euh, a déclaré qu'il faut, dès lors que ça a été ratifié bien sûr, fournir un inventaire du matériel biologique, qu'il soit vivant ou dead, euh, qui doit inclure aussi le matériel et les charges utiles des engins spatiaux. Et concernant les missions comportant des humains, il faut estimer précisément la quantité et comment va être éliminée les matières biologiques, y compris les fameux déchets dont on y revient toujours, qui seraient à conserver sur environnement, à ramener, à traiter, tout ça. Tout doit être stipulé. Encore une belle chose qu'avait anticipé ce beau traité de l'espace. Mais bon, voilà. Sans s'étendre non plus davantage dessus, parce qu'on sait ce qui se passe quand je me lance dans le sujet. Mais donc, c'est encore quelque chose qui a été ratifié pour rebondir sur ce que vous disiez. D'ailleurs, on attend la chronique sur le traité de l'espace et la convention de l'espace et tout ça, hein. Je tiens juste à le rappeler. Mais vas-y, Maxime. elle sera bientôt prête et elle sera démente. Juste un conseil pour les auditeurs, n'allez pas lire le traité de l'espace. Faites pas ça. Vous infligez pas ça. Non, c'est une idée de merde, faut pas le faire. Mais bon, nous on est obligé parce qu'il faut qu'on s'y intéresse. Mais bon, comme tu le dis, c'est vrai que ça amène à beaucoup de vérifications déjà je pense que dans l'imaginaire collectif, si je parle de salle blanche, les gens vont peut-être voir ce dont je parle, qui dans les termes s'appelle plutôt salle propre que salle blanche, mais c'est en gros des infrastructures dans lesquelles on construit les satellites, les sondes spatiales, etc., qui sont extrêmement contrôlées pour pas justement qu'il y ait de petites bactéries qui partent avec le satellite ou de contamination via des particules diverses et variées. Et pour m'être renseigné un petit peu depuis quelques temps sur justement le fonctionnement de ces salles, les restrictions drastiques qui y sont appliquées, c'est quand même impressionnant toutes les mesures qu'on peut prendre tout en étant conscient, parce que ça c'est les scientifiques même qui travaillent sur ces missions qui le savent, c'est impossible d'envoyer quelque chose de 100% stérile. Il y a forcément quelque chose qui traîne dessus à un niveau microscopique, voire moins, mais on limite au maximum et ils ont des régulations, des limites fixées qu'ils ne peuvent pas atteindre. Enfin, c'est des trucs complètement démentiels, mais les gars sont conscients qu'ils ne pourront jamais arriver à quelque chose de complètement vide d'infrastructures humaines, enfin de contamination, mais ils mettent tout ce qu'ils peuvent en œuvre pour pas que ça soit le cas. Donc moi déjà c'est un truc qui m'étonne énormément qu'on mette tout ça en place mais qu'on n'arrive pas à arriver au niveau zéro, quoi. C'est tout simplement parce que je crois que le niveau zéro n'existe pas en fait. Enfin, globalement, je crois que c'est vraiment impossible. Il y a toujours des micro particules et potentiellement organismes qui, qui s'y attachent aux instruments, etc. Et puis aussi, ça dépend, comme on l'a rappelé plus tôt, ça dépend le niveau de risque du corps céleste où on va, ou celui dont on revient, euh, puisque du coup, comment, les processus de désinfection, etc., sont pas les mêmes, sont pas forcément exigeants de la même manière. Et, euh, et voilà, après, je pense que ça se comprend aussi. Et puis, à un moment, le risque une fois qu'il est diminué de 95%, ou je crois que c'est même encore plus que ça, je pense qu'il est presque négligeable.
Ah oui, je sais plus, j'ai lu des choses comme quoi, pour un niveau relativement élevé ou moyen de risque, il faut que sur toute une sonde, type, si on prend l'exemple de Persévérance en comptant le rover, l'atterrisseur, le bouclier thermique, etc., il faut qu'il y ait moins de substances terrestres, entre guillemets, ou humaines, qui se situent dessus que ce que tu prends dans un petit grain de terre sur justement la Terre. Donc c'est minime, mais bon, ça existe quand même, donc c'est impressionnant. Mais bon, petite fun fact, attends, je te donne un fun fact et je te laisse réagir Thomas. Est-ce que vous saviez qu'il existe dans 2 agences spatiales, et je vais vous demander lesquelles, un rôle qui est celui d'officier de la protection planétaire? Déjà, est-ce que vous le saviez ça? Hormis Buzz l'éclair, non. Non, ce n'est pas Buzz l'éclair, mais du coup, si tu avais à donner une administration spatiale, enfin agence spatiale dans laquelle ça se situe, ce serait quoi? J'aurais envie de dire la NASA, mais je sens que c'est trop facile. Non, Donc je vais, il y a je vais bien la dire, NASA, il y a bien la NASA. Mais je vais dire la deuxième, vas-y. l'ESA. Ok, Maxime, une proposition? Est-ce que tu savais Officier de déjà? pro- Non, non, j'étais pas au courant. Officier de protection planétaire? Non, Oui, absolument. en fait, ça me dit vaguement quelque chose, mais je pense que je dois Tu dois confondre confondre avec une ou série, mec. Et non, Space Force. ça paraît fiction, Space Force, mais pas du tout. Et bah vas-y, je te laisse faire un guess, Maxime, si jamais, sur la deuxième. J'en sais rien. Non, en vrai, il a dit la NASA, il a dit l'ESA. Enfin, Bah c'était le plus classique et c'était la vérité, c'était bien la NASA et l'ESA, ouais. C'est les 2 seules agences nationales à compter parmi leurs rangs. Alors ils ne sont pas uniquement officiers de protection planétaire, mais c'est un rôle souvent pour des biologistes, pour d'autres corps de métier. Mais non, mais moi quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire et je me suis dit, c'est quand même... Enfin, officier, ça fait grade très sérieux, grade presque militaire. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode... donc c'est pas du tout pris à la légère, et heureusement d'ailleurs. Pour rebondir là-dessus, si tu veux, moi je me pose toujours la question quand j'entends ce genre de poste un peu flou, mais en même temps un peu. D'un côté, on se dit que c'est stylé, que c'est pris au sérieux et que, bah voilà, justement et tout ça. Mais derrière, on cherche l'application du travaux de ces gens-là. Et moi, je peux pas m'empêcher Enfin, c'est vraiment une impression, peut-être par rapport à mes expériences personnelles, mais de me dire, tu sais, on dirait vraiment genre. T'es dans une agence spatiale, t'as 2-3 pélos qui ont de l'influence, qui doivent partir à la retraite, mais ils ont encore 1 an à tirer, tu sais pas quoi en faire, bah tu crées un truc du style officier de protection de l'espace terrestre, et puis paf, tu les mets là, tu leur dis essaie de gratter un peu toutes les semaines, et puis voilà. C'est un regard très critique, hein, mais comme je dis, on cherche un peu l'application du travail de ces personnes-là, et c'est vrai que dans ma position, je peux pas empêcher de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas de revers de la pièce, quoi? non, moi globalement, je suis assez en désaccord avec toi pour le coup. Euh, je pense que je pense que c'est un job qui est vraiment important puisque outre son titre officier de protection planétaire, tu t'imagines un mec avec son casque et son bouclier qui est là pour je sais pas, empêcher les méchants virus martiens de débarquer sur Terre. En fait, enfin, quand on y pense un petit peu, là j'étais en train d'y réfléchir juste avant quand tu parlais. En fait, il y a pas mal d'applications au final. Enfin, je veux dire, globalement, en- enfin, officier de protection planétaire, autant ça peut être, enfin, je veux dire, on a des échantillons martiens, on a un programme d'échantillons martiens qui est prévu, le Mars Sample Return. Il me semble qu'on en a déjà parlé dans un précédent podcast. Enfin, globalement, ce poste, ça marche hyper bien, officier de protection planétaire, ça marche hyper bien pour un retour d'échantillons martiens. Officier de protection planétaire, ça marche aussi bien pour la menace d'un potentiel astéroïde qui pourrait nous tomber sur le coin du nez. Et on sait que c'est une menace qui est de plus en plus prise au sérieux par les différentes agences. Pas parce que ça risque d'arriver, ou alors pas parce on sait que ça va arriver, juste parce que c'est une possibilité et on a envie d'être prêt. Non, et puis enfin, je pense pas qu'il le soit. Et puis je pense pas non plus que c'était ce que voulait dire Thomas. C'est peut-être un peu le côté symbolique et comment dire, pour faire le buzz du titre qui est donné à ces personnes-là. Mais dans les faits, en soi, ils ont des rôles, comme tu le dis, qui sont centraux sur des questions
peut-être qui ont un peu plus d'importance aujourd'hui, mais je pense qu'on a toujours pris ça quand même un minimum au sérieux, mais vu que là, on est sur un rebond de l'activité spatiale et de l'exploration, c'est remis au devant de la scène. Mais ce qui m'a, moi, étonné aussi dans les recherches que j'ai faites, c'est l'importance déjà du temps et des infrastructures qui est donnée à toute cette prise en compte de la contamination spatiale et justement de la décontamination des satellites et des rovers, des atterrisseurs qu'on envoie sur Mars et autres. Et c'est aussi le budget. Dans les différents articles que j'ai pu consulter sur le sujet, je suis retombé sur des chiffres qui donnaient toujours à peu près, ça représente environ entre 10 et 15% du prix d'une mission, au global je parle, de la décontamination uniquement. Et ça, je trouve ça quand même complètement dingue. Enfin, on en arrive à des dizaines de millions, voire parfois des centaines de millions de dollars, qui sont uniquement dédiés à la décontamination des sondes, de tout ce qui est envoyé et vérifier qu'on soit dans les clous au niveau du risque, par exemple, etc. Moi, je trouve ça dingue. Mais c'est compréhensible, mais je trouve ça dingue. Non, mais je suis assez d'accord, c'est assez dingue. Ce que je voulais vraiment dire, c'était mon côté un peu terre à terre du truc, c'est-à-dire que j'ai, comme vous le savez, et je pense qu'on le partage tous les trois et tous les quatre avec notre cher Gaëtan, mais moi j'ai une vraie conscience écologique, oui, bien que je pourrais faire bien mieux sur Terre, hein, je le reconnais, mais un regard assez critique sur le spatial, parce que mine de rien, des gros efforts à faire, et la contamination rentre en ligne de compte direct. Et c'est vrai, quand on entend ce genre de post, voilà, c'est pas forcément, je ne dis pas que c'est inutile, mais je me demande forcément, tu vois, si c'est pas juste un titre un peu pompeux avec un post qui semble un peu claqué. Et on se dit, où est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'ils produisent? Est-ce que vraiment ça a un impact concret sur tout ça? Voilà, c'est juste, moi, je serais curieux de voir une publication, de voir un article, de voir des choses signées John Connor, officier de protection de l'espace terrestre. Il me fallait un nom et vite. Pas mal. Non mais Alors, je t'invite, bah attends, juste parce que justement j'en ai trouvé une qui a fait quelques communications, qui s'appelle Lisa Pratt et qui est astrobiologiste à la NASA et qui a le titre justement d'officier de protection planétaire. Je suis pas allé beaucoup plus en détail, mais si tu veux te renseigner et peut-être que ton avis aura changé sur une prochaine émission, mais Eh voilà, ben, il y en a. avec Il plaisir, je existe. te remercie. Et vas-y Maxime, excuse-moi. ce que j'allais dire, c'est que déjà de un, Thomas, j'ai l'impression que tous les officiers de protection planétaire dans le monde doivent te rendre des comptes d'un coup. Parce que je suis assez impressionné. Non, Je sens que je vais devoir te rendre des comptes bientôt aussi. Et, non, ce que je voulais dire, c'est que je comprends un peu ta démarche de est-ce que c'est vraiment utile, machin, remettre en question le spatial, etc. Mais je pense qu'il faut aussi avoir une part d'ouverture dans le sens où, tu vois, au CNES, donc l'Agence spatiale française, le Centre national d'études spatiales, on a un poste qui est absolument unique. Euh, c'est un poste d'expert éthique. C'est un poste qui n'est présent dans aucune autre agence spatiale. Et pareil, tu vois, on pourrait se poser la question, se dire, ouais, super, expert éthique, qu'est-ce- globalement, qu'est-ce qu'il fait en fait? Est-ce que c'est pas quelqu'un de planqué qui fait pas grand-chose de ses journées, qui est juste là pour attendre la fin? Ben non. Enfin, je le dis parce que je dis non parce que j'ai pu échanger avec cette personne et que après avoir longuement discuté de ses missions, de ses rôles et de la manière dont lui a conscience de son rôle en tant que service public, puisque là, du coup, on est directement lié à une mission de communication et donc d'éthique du CNES pour ses missions, etc. L'intérêt, c'est un peu le lien entre le public et le CNES. Et tu vois, c'est tout à fait le genre de poste euh, qui, moi, me fait me dire que, bah non, en fait, en soi, chaque poste a son importance. Bon, certes, planqué, il y a des gens qui sont au placard, comme partout, mais je pense que c'est pas une raison suffisante pour remettre en cause des rôles et de manière aussi pas vive, mais sans avoir de trop de connaissances sur ce qu'ils font exactement, tu vois, officier de protection planétaire, bon, hormis que le nom est ultra stylé, non, moi je pense qu'ils ont un réel intérêt, comme tout Ouais, autre. et puis je pense que c'est aussi un titre qui permet, par exemple, en cas
de questions internationales piquantes, je sais pas, pour un retour d'échantillon, que ça soit de Mars ou par exemple celui d'Hayabusa 2 plus récemment, de l'astéroïde Ryugu, tu peux faire des groupes plus facilement en te disant, avec ce titre-là, ça permet en fait de créer un groupe de chercheurs en sciences dites dures liées au spatial, internationales, et de tous les réunir pour discuter de sujets qu'ils maîtrisent particulièrement et justement statuer sur les choses à faire, à ne pas faire, comment réagir. Donc je pense que ça peut permettre aussi de faire un petit peu un certain cercle qui puisse se créer très vite si besoin pour statuer sur des questions, gérer des échantillons ou émettre de nouvelles lois si besoin. Enfin tu vois, je pense que c'est un titre qui est peut-être plus symbolique qu'autre chose, mais ça crée quelque chose d'intéressant du point de vue national et international. Ouais, non, en effet, je pense que c'est un post intéressant et moi je serais curieux d'aller lire justement ces articles et tout ça. Mais clairement, oui, je pense que tout post a son utilité. Juste, voilà, c'était mon instant de doute de c'est vrai, je ne connais pas le post. On a pu entendre parfois des choses un peu comme ça, mais très curieux d'aller me faire modifier mon avis qui pouvait être un peu trop pragmatique en allant voir ce qui s'y fait. Bien de rester l'esprit ouvert, mais vas-y Maxime. Après, moi, je ne veux pas remettre en question ta pensée, et ta remise en question du spatial, hein. C'est très intéressant et c'est une super bonne démarche, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut aussi, ce que j'aimerais apporter à la connaissance des auditeurs et à votre connaissance, c'est aussi que bah, le monde de la question de la contamination spatiale, qu'elle soit vers les astres ou de retour vers nous, elle est liée aux astrobiologistes et aux exobiologistes, c'est donc les deux termes qui définissent les gens qui étudient la possibilité de composés organiques, de vie sur d'autres planètes, etc. Et ce monde des astrobiologistes, c'est un monde très, très uni, tout le monde se connaît, et c'est important que je pense qu'il y ait des officiers donc, de protection planétaire qui, je pense, sont aussi sûrement des porte-étendards internationaux de la question de la protection planétaire et de comment je perds mes mots, de la protection planétaire et bref, je laisse tomber. Non, mais t'inquiète pas, juste en parlant d'exobiologiste, on salue bien sûr monsieur Michel Viseau qui est un des référents du CNES. Mais je voulais rebondir sur ça parce que j'avais une petite info aussi qui venait en partie du CNES, mais pas que, aussi de l'ESA d'un point de vue plus global, qui était une des expériences, je sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle les expériences Matisse, qui sont pour la première qui est partie avec Thomas Pesquet dans l'ISS, qui cherche en gros à déterminer à créer entre guillemets, mais surtout à savoir quels matériaux pourraient être les plus adaptés pour ne pas retenir de particules sur eux, qu'elles soient des bactéries ou autres, en fait, qu'elles soient les plus hermétiques à tout ce qui est contamination humaine de base, en fait, on sache que ces matériaux-là, ils sont propices à ne pas agglutiner sur eux de petites bactéries qui seraient envoyées après, et du coup négliger un peu le côté décontamination. Et du coup j'ai découvert ça, je connaissais pas du tout. C'est une expérience qui a débuté donc il y a une petite dizaine d'années, mais qui est partie pour la première fois avec Thomas Pesquet dans l'ISS, et c'est géré en partie par le CNES, le CADMOS bien sûr, qui est aussi un laboratoire / service du CNES, et c'est prometteur. Honnêtement, ils en sont déjà, je crois, à la 3e itération si je dis pas de bêtises, mais elle n'a pas encore été testée, et le but c'est de pouvoir s'affranchir un petit peu de ces phases de décontamination. Mais vas-y Maxime. Je crois que c'est ça, oui. Je crois qu'ils sont à Matisse 3 ou Matisse 4 en préparation, quelque chose comme ça. Il faut aussi noter que l'expérience Matisse, c'est aussi une expérience qui vise à développer des, comment? Décidément, j'y arrive pas ce soir. À développer des surfaces, pardon, qui justement permettent et qui empêchent les microbes de se déposer, de proliférer. Et donc, moi, je considère pas ça tout à fait comme un moyen d'éviter la, enfin, les décontaminations, etc. C'est plus, je sais pas, c'est presque plus industriel en fait, puisqu'il faut savoir que c'est aussi une expérience qui est développée par l'entreprise Saint-Gobain. Oui, mais t'as totalement raison. Après, ça peut avoir des applications spatiales, mais la façon dont tu l'as présenté, ça m'y fait penser aussi quelque chose que j'avais
pas forcément vu dans le cadre de mes recherches, mais ça peut très bien être aussi une des technologies qui serait, elle, utilisée dans le secteur civil, par exemple, je pense au secteur hospitalier, mais pas que, pour empêcher la diffusion de virus dans une pièce sensible comme un bloc opératoire. Enfin, je sais pas, tu vois, ça, c'est le genre d'expérience, encore une fois, qui nous montre comment le spatial, par les innovations qu'il amène, peut être très concret et très rapidement, et dans des secteurs, sur des sujets importants pour toute personne, quoi. Exactement. Et globalement, en fait, Matisse, euh, un jour, tous les interrupteurs et toutes les rampes d'escalier des lieux publics remercieront l'expérience Matisse. Oui, et puis là, en période de Covid-19, aujourd'hui 20 ou 21 même, c'est totalement prégnant. Enfin, on voit tout le sens que ça peut avoir, quoi. Est-ce que Thomas, t'en avais entendu parler de cette expérience ou pas du tout? J'en avais entendu parler, oui, parce que je mets par rapport à Thomas Pesquet et puis par rapport à d'autres articles que j'ai pu voir. Pas aussi calé que vous sur le sujet. J'avoue avoir quelques lacunes. Après, je pense que, comme l'a très bien dit Maxime et comme tu l'as aussi bien dit, c'est une expérience qui a de l'avenir, c'est des choses qui ont de l'avenir, et on va prochainement en entendre parler bien davantage. Mais j'ai peur de me dire une connerie en m'étendant plus sur le sujet, en fait, tout simplement, parce que je manque de connaissances. Non, mais voilà, c'était une parmi tant d'autres, parce que je suis certain qu'il en existe d'autres, j'en ai trouvé, mais j'avais pas autant de détails que sur celle-ci. Mais voilà, c'était pour faire un peu un tour d'horizon de ce qui se passe sur ce sujet, qui est mine de rien central dans toutes les missions scientifiques liées au spatial. Et on espère que ça aurait pu vous intéresser au sujet, comme pour la pollution spatiale, vous amener à vous renseigner un peu plus de votre côté. Mais vas-y Maxime, si tu as quelque chose à ajouter. Ouais, j'aimerais ajouter aussi que si les auditeurs sont intéressés, curieux sur le sujet et souhaitent en savoir plus, je pense qu'il y a des très bons articles écrits par Michel Viseau, justement, astrobiologiste, exobiologiste au CNES, qui sont disponibles sur Internet. Je pense qu'il suffit de taper Michel Viseau, Visio, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à lire aussi. Il écrit très très bien. Et je sais plus, je me rappelle plus le nom du site sur lequel il écrit, mais je peux vous retrouver ça en 2 petites minutes si nécessaire. Euh, Michel Viso, Viso, je crois, tu as rajouté un i par déformation de télétravail oblige. C'est pas Michel mon Visio, mais Dieu, Michel oui, Viso, oui. mon Dieu, oui, j'ai dit Visio. Oups, pardon Mais Michel. non, non, je suis d'accord. En plus, c'est un homme très passionnant et très gentil. Mais pareil, il y a aussi des ressources sur le site du CNES, de la NASA, de toutes les agences spatiales. Mais le site du CNES est très bien fait aussi. Je l'ai beaucoup consulté pour ça. Et c'est un sujet qui prenne à bras le corps via notamment le CADMOS, mais pas que, le MEDES aussi. Et il y a beaucoup de choses à trouver là-dessus. Je sais pas si Thomas, toi, tu avais une petite indication pour nos auditeurs, comme peut l'avoir Maxime sur des ressources sur le sujet. Tu vas nous donner le traité de l'espace, je sais, mais tu nous as déjà dit de ne pas le lire. Donc, Alors, le traité de l'espace. Non, non, mais ne le lisez pas, mais ça fait que 3 pages à 4 après, hein. C'est... Voilà, ça se lit sur les chiottes, je veux dire, c'est vraiment un truc... Non, mais bref. Non, j'ai... Génial, c'était génial. Non, mais c'est vrai, c'est comme ça que je l'ai trouvé en plus. Mais non, après, j'ai pas spécialement de sources à ajouter, si ce n'est, oui, consulter le site du CNES, consulter tous les sites un petit peu, Cadmos, MEDES, Kineis, qui peuvent vous enrichir un peu plus. Même le site du GEPAN, qui a beaucoup de choses à fournir comme information. N'hésitez pas à toujours en apprendre davantage. Il y a aussi une belle page Instagram, horizon.actu, qui peut fournir de super petits articles. il a réussi à la placer. Et on peut aussi placer que d'ailleurs, pour information, le site du GEPAN sera bientôt refait et flambant neuf. Bah écoutez les gars, je pense qu'après il y a plein de choses à dire là-dessus aussi, et ça serait, on pourrait aller plus en avant sur des sujets précis comme la mission Hayabusa ou Mars Sample Return, comme tu l'as évoqué encore une fois Maxime. Mais on en reparlera déjà de Mars Sample Return très prochainement sans rien spoiler. Je suis très content encore une fois d'avoir passé cette petite émission avec vous. C'est passé comme une lettre à la poste en 2 secondes, alors que ça fait plus d'1 heure qu'on parle. Moi franchement, j'ai hâte de vous retrouver pour l'émission dans 2 semaines, qui aura un format un peu particulier, mais on en reparlera le moment venu. Je vous remercie encore une fois, et puis je sais pas si vous avez un petit dernier mot. Ouais, bah écoute, c'est gentil parce que tu penses à nous dire au revoir, vu que tu n'as pas pensé à nous introduire. Oui, ça Et bon, le va, mot est bien mal choisi, excuse-moi. mais...
Mais écoute, non, c'était avec grand plaisir de partager cette nouvelle émission. En plus, j'étais absent la dernière fois, pardon, à mon grand regret, parce que c'est toujours un grand moment de plaisir et de partage. En effet, pour la prochaine émission, chers auditeurs, chers podcasteurs, restez à l'affût. Il va y avoir du lourd très prochainement. Mais voilà, j'en dis pas plus. Et puis, je salue mes très chers confrères Simon et Maxime, que Merci, j'embrasse parce que très fort. j'allais donner vos noms. Voilà, je préfère Merci le beaucoup. faire parce que visiblement, le commandant de cette mission n'y pense pas. Ça va rester ça. Allez, à toi, Maxime. Bah, en tout cas, ouais, merci beaucoup, les gars. C'était encore fort chouette, comme toujours. Vous m'avez encore appris plein de choses et j'ai été ravi de passer cette heure à vos côtés. Bon, pas vraiment à vos côtés, mais bientôt vivement à vos côtés. Et puis, bah, je vous souhaite à tous une bonne soirée, aux auditeurs une très bonne soirée, une très bonne journée, une très bonne matinée. C'est tout l'intérêt du podcast et on se retrouve donc dans 2 semaines pour quelque chose qui sera relatif à l'actualité très proche. Je vous laisse imaginer du côté du secteur spatial. Je vous remercie encore une fois les gars, on se fait plein de bisous et puis on se retrouve dans 2 semaines sur Odyssée Radio GMT.